Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui j'ai un aveu à vous faire. J'ai testé un autre smartphone gaming que le ROG Phone. Oh non, pas ça! Oh rage, oh désespoir, oh gaming mon ami! N'ai-je donc tant vécu que pour cette petite fantaisie? Cette petite fantaisie qui est ici, le Legion Duel Phone 2 de Lenovo. Lenovo fait des smartphones, comme Asus. Donc finalement, ici nous avons à peu près la même équation que pour Asus, que pour les ROG Phone. Nous avons un smartphone gaming issu de la marque gaming de Lenovo qui s'appelle Legion. Le Legion Duel Phone 2 est un smartphone donc gaming comme le ROG Phone 5 et je me suis surpris à aimer vraiment jouer avec ce téléphone. Pour quelles raisons? Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les forces de ce téléphone par rapport au ROG Phone 5? Eh bien, c'est justement tout le sujet de ce test vidéo qui va être complet, qui j'espère vous plaira. Et maintenant, c'est parti. Donc, commençons rapidement avec un tout petit unboxing qui va être rapide, avec cette jolie boîte d'abord, qui est quand même très différente des boîtes que vous pouvez retrouver dans toutes les autres marques de smartphones. C'est une grande boîte, c'est une belle boîte. On ouvre les deux volets et là, il y a comme un effet d'apesanteur qui arrive. On va prendre le téléphone qui est ici. On reparlera de ce design un peu particulier, qui ressemble à une barge de débarquement de droïdes dans la guerre des clones Star Wars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui fait... Ici, on a donc une grosse boîte avec l'adaptateur secteur, deux câbles USB type C. Ça augure quelque chose de particulier et on verra que c'est vraiment particulier. Une petite boîte ici, hop, avec non pas un, mais deux accessoires super importants. Nous avons un adaptateur jack vers USB type C. Ça, c'est canon parce que comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre casque préféré avec ce téléphone. Et ça, c'est une coque. Alors, dit comme ça, cette coque, elle a l'air de rien, mais en fait, quand vous la mettez sur le téléphone, c'est vachement bien. Dans ce téléphone, c'est une surface qui est très lisse ici. Et grâce à ça, vous avez une petite texture nervurée, c'est super sympa. Hop, vous mettez le téléphone dedans et tic, vous avez une surface qui ne glisse plus. Ça, c'est vachement bien. Après avoir fait ce petit unboxing, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe avec le téléphone. À l'avant, nous avons une grande dalle, 6,92 pouces. C'est énorme. C'est presque une tablette, hein. Autant le dire. On est même au-dessus du ROG Phone 5. Donc là, vraiment, on a un affichage superbe. Ici, il y a deux haut-parleurs. Ces haut-parleurs, ils sont top. Ils sont plus gros que ceux du Legion Duel Phone 1. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout, ils offrent une qualité d'écoute qui est vraiment super. Il y a d'abord de la puissance. Il y a aussi beaucoup de basse. Il y a du médium, il y a de l'aigu. Franchement, il y a beaucoup de choses qui vont bien en termes audio dans ce téléphone. À l'arrière, nous avons beaucoup de choses à regarder. Quand on allume le téléphone et qu'on allume le mode gaming, ici, ça s'allume comme le ROG Phone 5. Il y a d'autres choses à regarder. Il y a ici un petit marquage que vous ne voyez peut-être pas à l'écran. Et ici, vous avez la même chose, un petit rond ici, mais celui-là, vous le voyez beaucoup mieux. En fait, c'est parce qu'ici et ici, il y a des ventilateurs. Il y a des ventilateurs à l'intérieur du châssis du téléphone. Un système de refroidissement actif à l'intérieur du téléphone. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un accessoire supplémentaire, contrairement au ROG Phone, pour ventiler vraiment le téléphone et la coque. Qui dit ventilation dit évidemment aération. Vous en avez deux, elles sont ici et ici. Ça permet d'évacuer vraiment l'air qui vient du chipset. Le chipset, il est ici, hein, clairement. Et on garde toujours la même architecture à l'intérieur. Ça veut dire une batterie ici et la carte mère ici. C'est ce qu'il y avait déjà dans le premier Legion Duel et c'est ce qu'il y a aussi dans le ROG Phone 5. ROG Phone, pour le coup, s'est inspiré de Lenovo pour apporter cette architecture vraiment beaucoup plus intelligente. Ici, vous avez les capteurs photo, ça c'est normal. Et ici, vous avez deux surfaces capacitives. Ce sont des petits boutons matériels supplémentaires qui vous permettent de customiser votre expérience en jeu. On n'arrive pas très bien à les utiliser. Moi, je n'y suis pas arrivé en tout cas. J'ai eu du mal à les activer. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que ça, il va falloir les refaire. Le châssis métallique est très complexe. Il fait le tour, bien entendu, mais vous voyez aussi ici qu'il fait le tour de la partie centrale du dos du téléphone. Ici, c'est du Gorilla Glass, évidemment. On va finir avec quelques petites choses sur les tranches. Là, on a un premier USB type C. On a le micro principal. Et ici, nous avons le tiroir des SIM. Nous avons un USB type C encore. Nous avons un micro secondaire ici, ce qui est très pratique parce que quand vous êtes en train de gamer et que vous êtes en train de passer un appel, par exemple, et bien là, vous avez la prise de son. Donc ça, c'est super intelligent. On l'avait déjà vu dans le ROG Phone 3 et dans le ROG Phone 5. On le revoit ici aussi, c'est parfait, c'est super.
Là, c'est le contrôle du volume. Ici, micro, donc secondaire pour la réduction de bruit active. Nous avons un quatrième micro ici d'ailleurs. Bon, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ça, c'est le micro pour la prise de son pendant que vous faites de la capture vidéo. Et on va finir donc ici avec là, vous avez un petit tiroir qui est fiché en dessous du bouton d'allumage du téléphone. Vous avez tout simplement la webcam. Et là, enfin, nous avons des boutons capacitifs. Vous le touchez, il capte que vous le touchez. Vous appuyez un peu plus fort, il le capte aussi. Ça, c'est quand même canon. Un bouton ici, un bouton ici, un bouton là, un bouton là. L1, L2, R1 et R2. Oh, pas mal. Quand je l'ai montré ce téléphone à la rédaction, c'est sûr qu'ils m'ont dit « Oh, c'est quoi ce truc-là » Mais c'est un vaisseau spatial, bien entendu. Mais non, ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est un téléphone gamer. Nous avons vu l'aspect matériel, maintenant on va regarder un petit peu le logiciel. Il y a bien sûr l'interface. L'interface, on retrouve Legion OS, qui est en fait une façon bizarre de dire que c'est du ZUI. ZUI, c'est en fait la ROM chinoise de Lenovo. Et là, nous avons une version un petit peu customisée de ZUI qui s'appelle Legion OS. Vous avez la possibilité de choisir Legion OS ou ZUI, comme vous avez envie. Legion OS, c'est quand même une ROM Android très classique, basée sur Android 11, pas de problème. Et en plus, il y a assez peu de logiciels préinstallés dans la ROM. On a juste ce truc-là qui s'appelle Appli au quotidien, qui est en fait une application bizarre où dedans il y a des recommandations de Lenovo et tout ne vous conviendra pas évidemment. Si vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le Play Store. Donc ce n'est pas une boutique applicative. C'est pas dingue, mais bon voilà, ça existe. Une chose vraiment à regarder qui est importante, c'est l'icône qui est ici. Dans les ROG Phone, ça s'appelle Armoury Crate. Ici, ça s'appelle Région de Légion, le royaume de Légion. C'est ça l'idée, c'est que Région de Légion, ça vous permet de gérer vos jeux, de gérer aussi le comportement du téléphone. Ça va beaucoup moins loin que les ROG Phone et qui vous propose des jeux qui sont compatibles avec les technologies embarquées dans le téléphone. Ça vous propose aussi du 144 Hz, comme on le verra avec l'écran. Et donc là-dedans, vous avez tous les jeux qui sont compatibles avec l'ensemble de l'expérience. On va lancer un petit jeu. Donc nous avons Dead Cell qui est ici. Donc ça, c'est l'un des seuls jeux compatibles 144 Hz. Et quand vous faites ça, ici, vous arrivez sur un onglet, sur un petit volet qui va bien, où dedans, il y a vraiment l'ensemble de l'expérience gaming de Lenovo. Ici, vous avez des marqueurs pour savoir quelle est la force du signal Wi-Fi et 3G, 4G, voire 5G. Ici, vous avez la luminosité de l'écran. Tiens, on va l'augmenter un petit peu. Ici, vous avez le son. Ah, ça c'est bon ça, hein. Ça c'est pas mal. Ici, vous avez la rapidité CPU, GPU. Ici, vous avez la température interne du téléphone. Ici, les FPS. Ici, vous avez un petit bouton turbo. Ouh. Et normalement, quand il y a le bouton turbo qui va bien, là aussi, ça change. Et ici, vous avez un nombre incalculable de petits raccourcis qui vont bien. Ces raccourcis, ils sont top parce que ce sont eux qui vont vraiment customiser l'expérience. Ici, par exemple, vous avez la force du ventilateur. Voilà, on entend. Hein. On peut le brancher tout le temps, on peut le brancher jamais, on peut le brancher en automatique. Moi, personnellement, je préfère l'automatique, évidemment. Quand vous mettez le mode turbo, ça se lance automatiquement. Ici, vous avez visuel. Toc, c'est un bouton qui vous permet d'accentuer le contraste à l'écran. On peut vraiment avoir des effets qui sont très différents. Là, c'est le mode normal. Et on vous conseille vraiment d'aller lire le test complet sur phoneandroid.com pour vraiment avoir un détail sur l'ensemble des caractéristiques, vraiment des réglages que vous pouvez vraiment, sur lesquels vous pouvez vraiment jouer. On va passer maintenant à partie écran. Écran 6,92 pouces comme on vient de le dire, définition Full HD, résolution 382 pixels par pouce, compatible HDR10+, taux de rafraîchissement à 144 Hz, fréquence d'échantillonnage à 720 Hz. L'écran est sensible à la pression, ça veut dire que vous avez deux zones où vous pouvez appuyer plus fortement et activer certaines interactions en jeu, bien entendu, et ça c'est programmable. Il y a un lecteur d'empreintes digitales ici. La luminosité annoncée est de 1300 nits, mais nous avons mesuré à peu près 570 nits, quel que soit le mode d'affichage. L'écran est compatible DCI-P3 avec normalement une largeur de gamme sur les couleurs affichées qui est beaucoup plus importante que le RGB, mais malheureusement il n'y a pas assez d'outils intégré pour pouvoir contrebalancer si jamais la dalle est un peu trop froide ou un peu trop chaude à votre goût. Nous avons mesuré un delta E de 3 dans le meilleur des cas. Et nous avons aussi mesuré que la température des couleurs est en moyenne de 7100 degrés. Il y a trois modes d'affichage des couleurs, vibrant, naturel et standard.
Naturel et standard sont les plus proches de ce que vous pourriez attendre de ce genre de dalle. Vibrant, c'est vraiment très coloré avec beaucoup de contraste. Comme nous l'avons vu, eh bien, si vous activez les moteurs qui boostent le contraste, vous avez quand même des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est une très belle dalle quand même, avec une très belle luminosité, avec finalement des couleurs qui sont pas si mal respectées que ça, même s'il y a beaucoup de vert et beaucoup de bleu, mais quand même, l'expérience visuelle est vraiment très bonne. Regardons un petit peu les performances de ce téléphone. Et là, il va y avoir des surprises. D'abord, que retrouvons-nous dans ce téléphone? Un Snapdragon 888, bien entendu, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. Cette version est équipée de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. C'est la meilleure des deux versions que vous pourrez bientôt acheter en France. Le téléphone sort au mois de mai. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur des deux. Qu'est-ce que nous apprennent les benchmarks? D'abord, que ce téléphone est pratiquement aussi puissant que le ROG Phone 5 Ultimate. Là, nous avons obtenu des scores sur AnTuTu qui sont bien au-delà des 800 000 points et qui atteignent quasiment les 830 000 points. Sur Geekbench, nous trouvons que ce téléphone est légèrement moins puissant que le ROG Phone 5 Ultimate. C'est à une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de points près. Là, franchement, nous avons quand même des performances qui sont quasiment similaires à celles du meilleur téléphone gaming du marché. Tous ces scores ont été obtenus avec le mode turbo. Ah, ben oui, le téléphone détecte automatiquement quand vous lancez une application de benchmark. Je ne peux pas faire le benchmark normal, genre pour voir quelle est la différence entre le mode normal et le mode turbo? Non, tu n'as pas le droit. Il y a encore deux petites remarques sur les performances. D'abord, la stabilité. Nous avons lancé le stress test de 3D Mark. C'est un benchmark qui est super, qui dure 20 minutes et qui vraiment envoie le pâté, qui demande vraiment au téléphone de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà de ses limites. Nous avons obtenu quand même des choses qui sont intéressantes. D'abord, le téléphone garde des performances quasiment similaires tout au bout de l'expérience. Ça veut dire que vous lancez une partie et vous garderez les mêmes performances tout au long, même si ça dure 20 minutes, même si ça dure une demi-heure, même si ça dure une heure. Des fois, c'est peut-être un peu moins, des fois, c'est peut-être un peu plus. Ça dépend de la charge du téléphone, ça dépend des conditions atmosphériques, température surtout. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, 10%, c'est à peu près la différence qu'il y a entre les meilleures performances et les pires performances proposées par le téléphone. Deuxième chose, la température. Vous avez ici, donc, ces deux petits ventilateurs et ces aérations. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un truc qui soit tranquille. Eh bien, j'ai été surpris de voir que non. Le téléphone, quand il est poussé au maximum, il atteint les 50 degrés, voire même un tout petit peu plus. C'est ce que nous avions eu avec le Mi 11. Et vous vous souvenez, moi, ça ne m'avait pas plu parce que c'était pas agréable, clairement. 50 degrés ici, et ça chauffe particulièrement là, puisque le chipset il est ici. Et si vous mettez votre paume ici, vraiment, c'est presque brûlant. Lenovo a bien fait les choses, c'est que vous ne touchez normalement jamais cette partie. Vous êtes tout le temps en train de gamer comme ça. Donc, côté dissipation de chaleur, je m'attendais à mieux et franchement, je suis un peu déçu. À l'intérieur de ce téléphone, vous retrouvez une batterie de 5500 mAh, enfin plutôt deux batteries de 2750 mAh. C'est 10% de plus en capacité que ce que vous pouviez avoir dans le premier Légion Dual Phone. C'est malheureusement moins que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans un ROG Phone 5 qui propose 6000 mAh. Alors au début, moi je me suis dit peut-être que ça va être moins bien, peut-être que je vais être déçu par l'autonomie. Et bien finalement, pas tant que ça. Je suis réussi à aller jusqu'à 2 jours d'autonomie, sans jouer, mais 2 jours d'autonomie. 2 jours, c'est plutôt bien. 2 jours, c'est plutôt pas mal même. Vous pouvez par exemple baisser le taux de rafraîchissement à 60 Hz et il y a un réglage qui vous permet de passer automatiquement à 144 Hz quand vous lancez un jeu. Il n'y a pas d'adaptatif là-dessus. Mais en revanche, vous avez ce petit réglage qui peut vous sauver quelques heures d'autonomie tous les 2 jours. C'est pas mal. Nous avons lancé le Genshin Impact, bien entendu, comme d'habitude, et nous avons regardé un petit peu combien de temps nous avons duré. Et nous avons tenu 2h30 avec les graphismes à pleine bourre, avec tous les effets, c'était la fête. Et bien là, 2h30. Et là encore, c'est quand même plutôt pas mal. Finalement, avec ces 5500 mAh, ce téléphone ne fait pas mieux que le ROG Phone 5, clairement, mais il s'en approche quand même. Le chargeur qui est fourni avec ce téléphone, donc d'un côté, nous avons un premier câble USB, nous avons un deuxième câble USB. Nous avons aussi un chargeur. C'est un chargeur avec 2 prises USB. Vous dites, oh, mais tiens, je vais pouvoir charger 2 téléphones en même temps. Mais non! Vous pouvez brancher les 2 câbles
sur le chargeur et envoyer 2 fois plus de patates. Est-ce que c'est pas un peu risqué? Non, c'est pas si risqué que ça. C'était déjà le cas avec le premier Légion Duel qui chargeait avec un chargeur 90 watts, une batterie de 5000 mAh en moins d'une demi-heure. Et là, nous avons un chargeur, alors là c'est un chargeur 90 watts aussi, qui nous a été fourni par Lenovo. Mais sachez que ce chargeur-là ne sera pas fourni avec le Légion Duel Phone 2. C'est un chargeur 65 watts qui est vendu avec. Alors évidemment, ça va aller moins vite, mais vous avez quand même une bonne expérience de recharge. Vous avez une expérience de recharge de 45 minutes à peu près pour passer de 0 à 100 en branchant les 2 ports USB. Et si vous en branchez qu'un seul, vous allez plutôt tourner autour de 1h05, 1h10, 1h15. Allez, ça dépend. Et puis, si jamais vous utilisez un autre chargeur, moi par exemple, j'en ai plein des chargeurs à la maison, ce téléphone se recharge en 1h30, voire presque 2 heures. Dans ce téléphone, il y a une option qui vous permet de contourner la charge. Ah, le contournement de charge, moi j'adore ça. C'est une technologie qui vous permet de brancher le téléphone, d'alimenter la carte mère, mais de ne pas alimenter les batteries. Ça veut dire que les batteries ne seront pas soumises à la charge tant que vous n'avez pas débloqué le contournement de charge. Vous pouvez jouer 1 heure, 2 heures, 5 heures, pas de problème. Ça, c'est vachement bien si vous êtes vraiment gros gamer, que vous jouez beaucoup et que vous voulez avoir vraiment l'assurance de ne pas tomber en rate de batterie. Par défaut, vous ne pouvez recharger cette batterie qu'à 90%. C'est pour assurer une durée de vie aux 2 batteries du téléphone. Ça veut dire que moins vous les chargez à 100% et moins elles perdront de charge à travers le temps. Par défaut, donc, il y a ce réglage de 90%. Allez donc dans le menu paramètres pour l'enlever si jamais vous n'êtes pas content de ce truc-là. Sachez que normalement, le week-end, ça se défait automatiquement. Là, vous allez pouvoir profiter des 100% de votre batterie le week-end. Ça vous permet de profiter de 100% de la batterie quand vous en avez besoin, quand vous avez le temps de jouer. Bref, ça, c'est vraiment une bonne idée. Finissons ce test avec la partie photo maintenant. Comme dans tous les smartphones gaming, il y a du pas mal et il y a du… On va commencer par rappeler un petit peu la configuration photo. À l'arrière, nous avons donc 2 capteurs photo. Le capteur du bas, c'est le principal, c'est un modèle 64 mégapixels, objectif ouvrant à f1.9 et un autofocus à détection de phase. Pas de stabilisateur optique. Ici, nous avons un modèle 16 mégapixels, ultra grand angle, angle de vue 123 degrés. Pas d'autofocus, pas de stabilisateur. Dans ce petit tiroir, vous avez un modèle 44 mégapixels. Ça, c'est une définition qui tue. On va en parler maintenant parce que c'est vraiment l'atout majeur de ce téléphone en termes de photos. C'est le capteur selfie. C'est étonnant de le dire, mais c'est vrai. Vous avez un capteur selfie qui a vraiment une très belle définition avec un objectif qui ouvre à f2.0 et avec un autofocus et qui est compatible HDR. Vous avez une super qualité, c'est très lumineux, c'est très sympa et vous avez aussi un mode portrait qui est encore meilleur que le mode normal. Quand vous vous prenez en photo, si vous prenez en photo en mode normal, c'est un peu tristoun, mais en revanche avec le mode portrait, c'est vraiment super. Et pourtant, les réglages d'embellissement du visage ne sont même pas activés par défaut. Parlons un peu des 2 autres. D'abord le capteur 64 mégapixels. Il offre de belles photos de jour et de nuit. Il y a du contraste, il y a un bon équilibre, il y a de la lumière, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il manque un peu de détails. On dirait que les détails sont lissés par les algorithmes. Et ça c'est moins bien parce qu'en plus, il fait des photos en 16 mégapixels par défaut. Si vous zoomez un petit peu, vous allez perdre en qualité. Vous allez perdre beaucoup en qualité. Vous pouvez bien sûr capturer en 64 mégapixels. Mais à ce moment-là, ça sera l'inverse. Vous aurez beaucoup de détails, mais moins de lumière. Ce capteur 64 mégapixels, il est bien de jour, il est bien de nuit. Et de nuit, il est étonnant parce qu'il arrive à faire des meilleures photos sans mode nuit qu'avec le mode nuit. Il y a un mode nuit intégré qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose. Et sans mode nuit, il fait des photos super. Pas besoin de se prendre la tête avec le mode nuit, à rester comme ça, à prendre la pause pendant 40 ans et à risquer d'avoir une photo floue. Non, vous avez une photo directement bonne, avec de la lumière, avec des belles couleurs, de nuit, et ça c'est vachement sympa. Il n'y a pas de zoom optique, donc il n'y a pas de stabilisateur optique. Si vous voulez zoomer, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous croppez en fait dans la photo de 64 mégapixels. Vous avez le 2 fois, qui est plutôt pas mal, qui est préenregistré dans l'application photo, et vous avez jusqu'à 8 fois si vous faites du pinch to zoom. En 8 fois, c'est pas bon. Passons à l'autre capteur, le 16 mégapixels, ultra grand angle. Lui, il s'occupe donc des panoramas et aussi de la macro. Comme quoi, c'est possible de faire de la macro avec de l'ultra grand angle. Un capteur 16 mégapixels qui offre des photos qui offrent beaucoup moins de lumière que celle avec
le capteur 64 mégapixels. Vraiment, la différence, elle est flagrante. Il n'est pas compatible mode nuit. Ça veut dire que vous voulez prendre un panorama la nuit, malheureusement, il sera tout noir. Il aurait vraiment fallu un mode nuit compatible avec l'ultra grand angle. Ça aurait peut-être apporté un tout petit grain supplémentaire ou en tout cas une petite qualité supplémentaire. Là, il n'y en a pas. De jour, en pleine lumière, le capteur 16 mégapixels fait des beaux panoramas, un beau redressement des distorsions. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Mais sinon, ce n'est pas le capteur que vous devriez utiliser tous les jours, clairement. Donc nous avons ici une expérience photo déséquilibrée parce qu'il y a des capteurs qui vont bien et qui font des belles photos même dans des conditions un petit peu particulières avec le 64 mégapixels et puis le 44 mégapixels. Et puis des choses qui sont beaucoup moins bonnes et qui gâchent un petit peu l'expérience. Et ça, c'est vraiment dommage. Mettez un peu plus de moyens en photo dans un téléphone à 800 balles. Franchement, c'est pas la mer à boire. Donc franchement, s'il vous plaît, faites un effort. Merci. Quel est mon avis sur ce téléphone ? Ce téléphone est super intéressant. Alors que je suis un convaincu des ROG Phone, ce téléphone m'a vraiment convaincu aussi. C'est un téléphone qui est puissant, qui a une belle autonomie, qui a un écran très confortable, malgré ses quelques petits défauts. Il offre aussi une très belle expérience audio avec les deux haut-parleurs, avec le port jack. Il y a aussi toutes les commandes tactiles que l'on retrouve partout, dans l'écran, sur les tranches, derrière. Bon, derrière, j'aimerais bien que ça soit mieux, mais honnêtement, l'idée, elle est top. Il y a ce système de ventilation actif à l'intérieur du téléphone sans avoir à acheter un autre accessoire. Ça, c'est plutôt bien. Il a un look improbable, clairement. Bref, c'est un téléphone gamer qui, moi, m'a fait envie. Quand je l'ai vu pour la première fois en photo, j'ai dit « mais oui, carrément ». Face au ROG Phone 5, il a bien sûr des atouts, des faiblesses. On les a vus tout au long de ce test. En version 12-256, ce téléphone est proposé à 799 €. En version 16-512, il est proposé à 999 €. Ça veut dire qu'il est à configuration égale avec le ROG Phone 5, moins cher. Pour une expérience qui est différente, mais équivalente. Voilà qui conclut notre test vidéo du Legion Duel Phone 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça me fait super plaisir, comme toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Pour ma part, nous nous retrouvons très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.